Hello, hello! Bienvenue. Je suis très heureuse de pouvoir encore partager avec vous mes lectures. Et merci pour votre contribution, si petite soit-elle. Elle est très appréciée. Alors, le mois d'avril. La reine de Cyrano. Une jeune femme de 36 ans, Mina, postule pour être conseillère scientifique du roi de Cyrano. L'entretien a lieu au palais. Elle vient à peine d'être nommée qu'elle se fait enlever. Elle est conduite dans une chapelle du château où a lieu son mariage avec le roi. Elle s'apprête à devenir reine, qu'elle le veuille ou non. La cérémonie se déroule avec 5 personnes, dont l'archevêque. Le roi a organisé cette cérémonie, ce mariage, contraint et forcé. Mais par qui? Ou quoi? Par un contrat signé de leurs 2 pères respectifs. En fait, dès leur plus jeune âge, avant même leur naissance, ils sont promis l'un à l'autre. Zeyn, c'est le nom du roi, le découvre après son accession au trône. Ils sont officiellement mariés et se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire pour défaire ce mariage. Le summum, tous les aspects de leur vie a déjà été couché, noir sur blanc. Enfants, nombre d'enfants, vie extra-conjugale, etc. Mina est dépitée, mais résignée. Elle comprend que sa carrière de chercheur est terminée, car ce jour commence sa vie de reine de Cyrano. Tout résignée qu'elle soit, son fort caractère refait surface de temps à autre. Sa première mission est l'organisation du bal de la reine. À cette occasion, elle sera présentée officiellement à toute la communauté. Les préparatifs sont menés d'une main de chef grâce à ses assistants. Elle se voit contrainte d'accepter dans la foulée de laisser son corps aux mains des préparateurs, car elle sera le point de mire de toute une assemblée. Et il est indispensable qu'elle soit à la hauteur de ses tâches. Présentable, coiffée, belle quoi. Alors que d'ordinaire, sa tenue est décontractée et ses longs cheveux coiffés d'une tresse. Après cette séance de relooking, elle est méconnaissable. Elle ne se reconnaît pas. Son entrée dans le monde est une réussite. Pour diverses raisons, et surtout pour se faire oublier par la presse, ils partent isolés dans leur propriété située sur une île semi-déserte, en tout cas non ouverte au public. En s'y rendant, ils subissent un atterrissage en catastrophe, mais ils sont sains et saufs. Pour atteindre la villa d'été, leur lieu de vacances, ils doivent traverser à pied une étendue sauvage qui recouvre l'île. Ces instants dans les bois se transforment en randonnée. Enfin arrivés, ils passent tous les deux des instants de complicité avec un personnel restreint et des mesures de sécurité allégées. Ils se sentent seuls et bien. De retour au palais, la vie reprend son cours. Les modalités, les obligations aussi. Lors du dîner des ambassadeurs, la reine est rayonnante, de plus en plus belle, de jour en jour, car elle prend aussi conscience de sa beauté et de son pouvoir de séduction. Lors de ce dîner, donc, le roi compte développer ses relations diplomatiques avec un ambassadeur allemand en particulier. Ce dernier, ou plutôt cette dernière, puisque c'est une ambassadrice, est accompagné de son fils, un politicien aux dents longues. Pensant parler sans être compris en allemand, ce dernier prononce des mots, des commentaires complètement déplacés à l'égard de la reine de Cyrano. Pour son malheur, le roi et la reine parlent couramment l'allemand. Devant cet affront, le roi lance son poing dans le visage de ce rustre, d'où l'incident diplomatique. Cet événement lui rappelle la conduite de son père vis-à-vis de son épouse, et il ne veut absolument pas lui ressembler. Il considère que l'amour que son père avait pour sa femme était un obstacle à la conduite efficace d'un royaume. Il fait le parallèle avec sa situation et réalise qu'il est très épris de sa femme, au point de mettre en péril les affaires d'État. Il ne veut pas être amoureux d'elle. Il ne veut pas être amoureux de Mina. Peut-il empêcher le fleuve de couler? Eh ben non. Il part s'isoler dans ses appartements à Paris, où il croise sa mère. Elle lui dévoile toute l'affaire des fiançailles arrangées avant leur naissance. Il finit par interrompre son séjour quand lui saute aux yeux qu'il aime sa femme et qu'il va devoir se racheter de l'avoir abandonnée sur un coup de tête. Elle le lui fait payer en refusant sa déclaration quand il met un genou à terre devant les caméras lors d'une émission télévisée. Après s'être expliqué, après avoir ouvert son cœur, il renouvelle sa déclaration, dans l'intimité cette fois, et elle fond. Il se jette dans les bras l'un de l'autre. J'ai adoré le début. Ça change de l'ordinaire. Une femme qui se voit contrainte d'épouser un monarque après avoir été kidnappée. Non, je ne fais pas l'apologie du kidnapping. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est un roman.
Bon, ça m'a un peu fait penser à 365 jours où l'héroïne a été contrainte d'épouser son kidnappeur. Désolée si je dévoile l'intrigue pour certains, mais bon, depuis le temps, c'est su. Depuis le temps, ce n'est plus un secret. Mais là, le bonhomme ne lui est pas inconnu. C'est un roi, c'est son roi. Elle est contrainte et même accepte cette contrainte. Elle se résigne, même si elle tente, faiblement, d'y échapper. Deuxième chose qui m'a littéralement obligée à acheter ce roman. La couverture. Devinez? Vous trouvez? C'est un couple mixte. Non, je ne fais pas l'apologie des couples mixtes. Mais reconnaissez que ce n'est pas ordinaire, mais en passe de devenir de plus en plus courant. D'autant plus que ce couple est à la tête d'un royaume. Ce qui me chagrine tout de même, le descriptif physique dans le contenu est peu prononcé par rapport aux caractéristiques physiques de l'illustration aux couvertures. C'est ma petite déception. Le pire, c'est qu'aucun des personnages n'a trouvé surprenant que la reine soit colorée. Je m'en félicite. Ceci dit, sans parler de la couleur de sa peau ou de ses cheveux, le corps est voluptueux, tout en courbe, etc. Et ça ne trompe pas. J'aurais deviné sans l'illustration et sans autre descriptif. Alors oui, mon évaluation. Je donne 4 étoiles. C'est bien. C'est romantique, mais pas assez. Peut-être parce que c'est trop court. La lectrice que je suis est plus dans l'attente de la résolution du mystère des fiançailles sous contrat que de l'aventure entre elle et lui. Oui, c'est trop court. Je crois que c'est ça le problème. Dans cette série du mois d'avril, je crois qu'Azur s'est lâché à ce sujet. Quel sujet? Vous allez voir. Mais je pense que vous devinez déjà. Je suis absolument désolée. Ma dernière vidéo date un peu, mais en ce moment au travail, c'est la folie. Donc le temps qui me reste est complètement phagocyté par mon travail. Alors que je veux lire. Mais laissez-moi lire. Laissez-moi lire. J'ai des signes de manque de lecture, de manque de mes romans d'amour. Oui, je suis une accro. J'y peux rien. C'est pas maintenant que je changerai, hein. Et j'imagine ne pas être la seule dans ce cas-là. Il y a de fortes chances que vous soyez atteint aussi. Enfin, Mina voit son rêve se réaliser. Elle vient d'être nommée conseillère scientifique du souverain de Cyrano. Un grand honneur et l'occasion pour elle de servir son pays. Hélas, à peine a-t-elle le temps de se réjouir qu'elle est enlevée et conduite de force dans une chapelle où l'attend le roi Zeng lui-même. Celui-ci qu'elle rencontre pour la première fois a une révélation à lui faire. Un accord a été conclu entre leurs pères respectifs il y a bien longtemps de cela et, s'il entend qu'elle joue un rôle auprès de lui, c'est en tant que son épouse et sa reine. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.